6 avec une conférence dont j'aime bien le titre, une soirée habillage graphique des chaînes. L'idée étant de faire un petit point sur à la fois les tendances, la technologie, tout ce qui peut être aussi automatisation des workflows pour l'habillage, l'identité graphique. On parlera aussi de réalité augmentée sur les programmes. Pour m'accompagner sur ce sujet, je vous présente mes invités. Donc, à mes côtés, j'ai Julien Gachot de la société Ivory qui va présenter une nouvelle solution qui s'appelle Automatics. À sa droite, Yves Davot de TF1. Ensuite, Franck Lafage de 3D Storm. Et enfin, Guillaume Godet de la société Orad. Je vais passer tout de suite la parole à Guillaume Godet de la société Orad. Pour ceux qui étaient présents sur la conférence précédente, on a parlé déjà un peu d'Orad sur l'habillage graphique dynamique de l'émission Rising Star. Une présentation rapide, Guillaume, aujourd'hui ce qu'est Orad et son évolution et sa présence au sein des chaînes et de l'habillage. Bonjour à tous, merci Stéphane. Je vais faire un petit préambule d'une minute, si tu me le permets. Je voudrais partager juste une certaine émotion, parce que j'en suis à mon 26e satis. Et je voudrais remercier pour la persévérance au cours de toutes ces années de l'organisation de ce salon, qui reste quand même un moteur de notre activité en France. Même si les technologies ont beaucoup évolué, le panorama de ce qu'on trouve en France notamment se retrouve ici dans ce salon, donc je voulais leur adresser mes félicitations. La deuxième chose, c'est en 89, quand je suis tombé dans la marmite de l'habillage d'antenne, j'ai tout de suite éprouvé une passion pour ça. Je pense que la première raison de la technologie et de la technicité, c'est le merveilleux travail de relations humaines. Et ce que je vais essayer de vous proposer dans ce petit clip, c'est de comprendre aussi que l'habillage aujourd'hui, de la production à l'antenne, c'est une aventure qu'on ne mène pas tout seul et qu'on ne peut plus mener tout seul. Tout début des années 90, on travaillait avec le Big 4 couleurs de José et on écrivait en blanc, en vert, en rouge ou en bleu. Et là, tout allait bien parce que la direction artistique nous disait on veut que ça soit bleu, on veut que ça soit vert, on veut que ça soit rouge. Aujourd'hui, très peu d'années après, notamment sur les Jeux d'Albertville en 92, je me suis trouvé confronté avec une problématique un peu différente puisqu'on avait accès à 16 millions de couleurs. Et on me disait le bleu pas assez dense, le rouge est pas rouge, les noirs sont pas profonds et le blanc est trop blanc. Donc, déjà, on avait un problème de langage avec les gens, ou en tout cas un rapport entre la technique et les besoins. Au cours de ces années-là, tout a évolué. Aujourd'hui, on fait de la 3D temps réel depuis des années. Ce que je vous propose, c'est de regarder une partie avec certaines images qui bougent, une partie de nos réalisations de l'année 2014, qui en fait résume ou survole relativement bien le périmètre de ce que l'on couvre aujourd'hui. Ce qui est plus finalement de la distribution de contenu dans des studios ou à l'antenne que simplement de l'habillage et du titrage. Je me suis permis de mettre quelques références clients de manière non exhaustive. Je vous invite à regarder ces images, on peut après discuter des différents sujets là-dessus. On peut lancer la vidéo en régie, merci. Ça ne marche pas, très bien. Alors écoute, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on allait voir sur la bande, parce que justement, et par les ombres chinoises. La difficulté, ça va être de justement expliquer finalement ce que l'image démontre en quelques secondes, et c'est l'intérêt de l'habillage. En fait, on est donc sur la signature en fait graphique des chaînes. Il y a un grand nombre d'années, on avait effectivement quelques chaînes en France et dans le monde, et donc la différenciation se faisait essentiellement au niveau du look, du contenu éditorial, la manière de présenter le tout. Mais juste derrière, il a fallu commencer à distinguer des dizaines et des
centaine ou plus de chaînes. Et donc à partir de ce moment-là, il fallait qu'il y ait une approche d'identité visuelle, comme on le connaît aussi sur l'approche d'identité sonore sur certains génériques d'émissions. Et on est très vite passé à un besoin autre que celui du générique en lui-même, ce qui est l'accompagnement éditorial du contenu. On va essayer avec mon ordinateur. Voilà. Top 3e. C'est bon. Donc ici on est sur un habillage d'antenne type premium. On a sur la base d'un contenu d'autopromo un certain nombre de logotages et d'identification d'une chaîne, mais aussi rapidement derrière qu'est-ce que vous allez voir, quand est-ce que vous allez le retrouver, avec donc de l'autopromo annoncé, plus que du Coming Next qui va être juste derrière ou dans les quelques heures, comme ici sur l'émission de Stéphane Plaza, mais aussi de la cross-promo, c'est-à-dire en fait de l'annonce interchaîne par exemple, du générique de fin avec un squeeze d'image qui est entièrement réalisé par le soin. La complexité ici d'avoir une image supplémentaire qui annonce le prochain programme, tout ça étant contextuel par rapport aux programmes à venir dans ce cas-là, le groupe M6, les différentes chaînes du groupe M6. Quelques exemples de nos clients. Donc on fait de la haute couture, on fait aussi du prêt-à-porter. Ce qu'on essaye surtout, c'est d'accompagner nos clients au travers de notre technologie, au travers de nos services basés sur notre technologie. C'est bien de parler de l'habillage dynamique, mais il faut encore savoir que c'est pas juste des images qui bougent, c'est aussi du contextuel. Ici, on passe dans une réalisation, ça peut choquer certains, ici on est sur de l'image 16K en fond. Donc, je dis ça peut choquer parce qu'on n'est pas habitué à avoir du 16K en restitution. Notre solution dans un espace est capable de travailler sur un espace pixelaire unique de 16K, donc que l'on peut après segmenter ou morceler ou animer. Sachant qu'on génère le contenu du mur derrière. Ici on est sur l'émission Le Targa Show, qui est l'émission phare des news en Allemagne, qui a été mis à l'antenne en février 2014. Ici on est sur quelque chose c'est un petit peu dommage parce qu'on ne va pas entendre le commentaire des gens, mais on est sur la réflexion totale des studios de la RTS à Genève, avec une dynamique pour eux importante, c'est-à-dire la mise en image au moment du passage en HD. Et ce qu'explique Olivier Paul ici, c'est que ce qui est important finalement, c'est que ce n'est pas un travail unitaire à son niveau, au niveau de la technique ou de la réalisation, c'est aussi un travail global au niveau de la réflexion commune entre toutes les équipes de fabrication et bien sûr, comme le dit ici le responsable de l'éditorial, de tout ce qui se passe dans les besoins de communiquer ce qui se passe dans le monde et la complexité du monde, de ce qui se passe dans le monde, au travers d'images, d'éditorialisation du contenu. Ici, on est dans quelque chose que certains d'entre vous doivent reconnaître. On est sur de la réalité augmentée de manière hebdomadaire maintenant sur Canal Football Club pour Canal+, avec une grue très avancée que vous pouvez voir d'ailleurs sur le salon, qui est une technodolie. Ici, on est passé rapidement sur l'affichage du contenu, des résumés de ce qui se passe notamment sur le foot et le rugby à Canal. Ici Rising Star, sur lequel on a fait l'intégralité du contenu, de l'affichage du contenu de ce fameux mur qui pèse plusieurs tonnes, et vous avez eu une conférence il y a quelques instants là-dessus. Ici on est dans quelque chose d'assez démesuré puisqu'on est sur un studio où il y a 14 types d'écrans, d'espace de display. On est sur une des plus grosses installations qu'on gère aux États-Unis depuis quelques semaines maintenant, qui est le Weather Report, tout ce qui est météo, gestion de météo. Le Weather Channel, merci. C'est ça la solidarité aussi.
Ici, on est sur les technologies de studio virtuel. La difficulté du studio virtuel, c'est d'être aussi le plus réaliste possible, ou le plus photoréaliste possible, mais aussi probablement de temps en temps le plus décalé possible pour justement éviter ça. Ici, je vous présente juste quelques images de l'avenir, mais l'avenir, c'est aujourd'hui pour nous. Ici, ce sont des images traitées en temps réel, en 8K, chez nos amis du pays du Soleil Levant, où on a réalisé il y a quelques semaines les premières tests de production 8K progressive, bien sûr, dans une chaîne que vous devez connaître, que je ne peux pas citer. Maxime, l'habillage et l'ADN des chaînes, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Huguet, qui est directeur artistique du groupe M6 et qui, je crois, reflète bien ce que tout le monde pense aujourd'hui, c'est-à-dire que sans l'éditorial, c'est évident qu'il n'y a pas de chaîne, mais sans l'habillage aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation de chaîne et il n'y a pas d'identité visuelle de chaîne. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation qui, en temps et moi, a quand même vu les images. Juste un petit mot. Est-ce qu'il y a des tendances actuellement, justement? On a vu la réalité augmentée, on en dira aussi un mot tout à l'heure avec Yves Darroux. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à s'imposer? C'est vrai que les studios virtuels, au sein des chaînes, ça s'est développé énormément. Enfin, quand je pense studio virtuel avec effectivement le décor qui bouge, des choses assez complexes en termes de motion tracking, on a l'impression que la RA décolle un peu plus. Un mot Guillaume et ensuite Yves Darroux là-dessus. Effectivement, il y a une très forte tendance à, notamment en France, qui n'est pas du tout vrai forcément dans d'autres pays d'Europe ou du monde, il y a une très forte tendance à aller vers la réalité augmentée, c'est-à-dire l'apport d'objets virtuels dans un monde réel. La difficulté, c'est que quand c'est trop obvious, quand c'est trop flagrant, je dirais, excusez-moi, le problème, c'est qu'on passe totalement à côté du résultat qu'on escomptait, c'est-à-dire de présenter quelque chose simplement comme une bouteille d'eau qui va être amenée dans un espace d'un studio réel comme ici. Mais si on le fait d'une manière trop à plat, par exemple, ou sans jouer avec les lumières, le résultat est très pauvre. Oui, il y a une demande parce que, non pas qui va contre le studio virtuel, mais qui va pour toujours apporter plus de vulgarisation dans ce qui se passe tous les jours dans le monde. Donc on a fait par exemple des capsules pour France Télévisions, notamment France 2 lors de l'anniversaire du 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Il y a eu, pour certains d'entre vous, vous avez pu voir ça, des capsules de réalité augmentée qui en fait expliquaient ce que faisaient, comment étaient équipés les GI, comment les troupes alliées ont débarqué, etc., etc. Et il y avait une vraie motivation à expliquer ça directement sur site, simplement que de mettre des placards de cartes qui sont aujourd'hui un petit peu has-been au sens de la présentation. On n'est plus dans les années 40 à l'école avec le maître d'école et son bateau. Donc oui, il y a une tendance à ça pour apporter, expliquer des phénomènes, ou des actions, ou des choses qui se passent dans le monde, des événements, de vulgariser le plus possible. Sur l'émission sur le sport, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, ça permet de matérialiser, comme ici sur Canal Football Club, mais pas que sur le sport et pas que sur le foot, de matérialiser des choses qui se passent et de donner la capacité aux éditorialistes de dire effectivement si un tel va jouer à telle place, eh bien, il se passera telle chose. Est-ce que c'est vrai, puisque ça c'est fait avant match, on peut le vérifier au cours du match. Et après, il y a une analyse éditoriale faite sur des outils spécialisés qui permettent aussi du coup de commenter ce qui a été fait. Yves Darroux, c'est un peu la manière dont ça a été utilisé sur TF1, cette réalité augmentée, ce côté ludique, pédagogique. Récemment, je crois, avec la petite sonde qui a été posée sur la comète. Au départ, ça a été une petite antenne, une petite contribution à l'événement. Effectivement, premier pas pour TF1 dans la réalité augmentée sur le JT. Pour nous, faire d'événements sûrement.
Effectivement, pour nous, la réalité augmentée, c'est surtout le contenu, c'est d'avoir du contenu. On parlait de l'habillage. L'habillage, ça part historiquement d'éléments de corps, d'enrichissement, et aujourd'hui, on en est effectivement au fait d'apporter du contenu. C'est-à-dire, ça n'est plus quelque chose qui vient rajouter, mettre en valeur, ou décrire l'habillage autrefois, le mettre en forme, c'est réellement du contenu. Ça doit être traité comme quelque chose d'éditorial. Et là, effectivement, on touche encore plus, on va encore plus loin dans la notion de créativité et dans la notion éditoriale. L'habillage, pour refaire un peu l'introduction, c'est pour moi, dans mon service, c'est en permanence, on va dire, 2-3 personnes qui travaillent sur des projets d'habillage. Donc c'est quelque chose qui est à la fois, quelque chose qui est au confluent des technologies, toujours relativement en avance, très en avance sur les technologies. Guillaume parlait de sources en 4K, CSK, donc souvent ça va mettre en œuvre des formats qui ne sont pas encore vulgarisés au sein des chaînes de production. Et en même temps, c'est quelque chose qui est au milieu des métiers, qui a toujours été transverse, mais qui devient de plus en plus. Donc c'est là où on quitte un petit peu la conduite de production classique pour entrer dans des conduites de projet un peu plus souvent difficiles à mettre en œuvre. C'est plus difficile tant s'il n'y a pas de discussion préalable entre les différentes équipes. En fait, on s'aperçoit qu'en fait, plus la discussion est préalable et plus elle est concise, et plus la réalisation sera facile. La difficulté, elle est là. C'est de faire discuter les différents outils, les outils de production, je parle, que sont les différentes équipes. Je ne parle pas des outils technologiques. Donc on fait la transition avec le workflow. C'est effectivement l'un des enjeux majeurs autour de l'habillage et de son déploiement. C'est non seulement il faut maîtriser la technologie de l'outil, mais ensuite il faut apprendre à s'en servir, il faut apprendre à réaliser ces workflows pour le rendre efficace. Sur plusieurs aspects, ça peut être effectivement pour simplifier des workflows existants. On peut remplacer une logique traditionnelle avec de l'habillage virtuel, mais également on va pouvoir profiter de la technologie autour de l'habillage pour accélérer la mise en ligne, la publication de contenu. Et ça, vraiment, le travail autour des workflows sur l'habillage, c'est indissociable de la mise en œuvre des technologies. Et c'est souvent, pour moi, de mon point de vue, c'est souvent la plus grosse part du travail qu'on va avoir dans la mise en œuvre d'un système graphique. Est-ce qu'on a vu plus maintenant qu'il y a, je sais pas, 2-3 ans, est-ce qu'il y a de plus en plus d'habillage graphique? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'habillage animé? Est-ce qu'il y a des tendances, des saisonnalités dans l'habillage comme dans la couture? Guillaume parlait de couture et de prêt-à-porter. TF1, certainement, on doit subir des tendances. Je dirais, on est très... de par l'audience de TF1 et son public, en fait, on reste très attaché à des éléments de décor assez traditionnels. On travaille beaucoup avec des éléments de décor 2D. On estime qu'il y a toujours un potentiel, et encore un potentiel, à travailler avec des éléments de décor en 2D. La mise en image d'éléments 3D à tout prix, forcément dans notre culture. Et on pense encore qu'il y a effectivement un gros potentiel sur des choses que peut voir. On fait des expérimentations, on essaye des choses. Pour nous, il faut effectivement qu'elles puissent être comprises, qu'elles soient utilisables bien sûr, mais qu'elles puissent être comprises par notre public, large public, le plus facilement possible. Peut-être pas forcément
Le problème auquel, ça doit être un problème auquel vous allez faire face aux chaînes avec peut-être un public plus restreint, quoi. Je vais juste ajouter un tout petit mot, si tu m'autorises, sur téléphone. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la réponse n'était pas oui ou non sur est-ce qu'il y en a plus. En fait, c'est parce qu'elle est devenue tellement partie intégrante des chaînes qu'en fait, on ne s'aperçoit plus qu'il y en a beaucoup. Mais si on regarde l'habillage des chaînes de TF1, notamment la premium de TF1, l'habillage d'antenne a pris je parle ici plus de production, mais a pris une part phénoménale dans l'amener des projets avec une transparence totale vis-à-vis du contenu en cours. Parce qu'en fait, il y a une partie du programme qui est enlevée par nos solutions on rajoute à ce moment-là de l'autopromo, de la cross-promo, et derrière, on restitue le programme. Tout ça étant fait en direct, sans altération du contenu initial, puisque sinon, monsieur le CSA serait encore pas très content. Franck Lafarge, Trollestorm, un mot sur la société et justement sur. On connaît les produits Newtek, notamment que vous distribuez en France et en Europe, et comment ils sont utilisés dans de l'habillage, avec cette mixité possible, studio virtuel, habillage. Alors bon, 3D Storm, donc c'est le distributeur de Newtek et de produits assez connus, TriCaster. Une des particularités de TriCaster, c'est de proposer dans le mélangeur directement des fonctionnalités du studio virtuel. Et je dirais qu'un des points qui est aujourd'hui qui se développe énormément, c'est quand on parle d'habillage, l'exigence des auditeurs, des gens qui vont regarder le contenu est de plus en plus importante. Et même pour des chaînes, des web TV, donc des chaînes qui vont distribuer différemment, il y a cette exigence. Nous, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est d'amener cette technologie de studio virtuel à la portée de beaucoup plus de diffuseurs, de producteurs avec le TriCaster. Et puis il y a une question de mobilité aussi, parce qu'effectivement, il y a des systèmes très sophistiqués qui vont permettre de faire une production très lourde dans des gros studios. Mais aujourd'hui, justement, on veut du contenu sophistiqué, même sur des lieux de production qui sont improvisés ou mobiles. Et c'est là que nos systèmes permettent, parce que un TriCaster, ça peut être un petit boîtier qui pèse 4 kg qu'on emmène avec les caméras, et on a les studios virtuels à l'intérieur. On peut même utiliser très rapidement un environnement réel en utilisant par exemple pour créer un studio virtuel, on va utiliser une photo panoramique. On s'est amusé même à faire des tests avec des photos créées à partir d'un iPhone. Et donc ça dépend après de la diffusion évidemment. Mais s'il s'agit d'une diffusion sur le web, c'est tout à fait efficace. Donc vraiment ce qu'on s'est efforcé de faire avec le TriCaster, c'est de vulgariser cette technologie de studio virtuel. J'aimerais aussi ajouter un point, tout à l'heure on parlait d'affichage dynamique et d'informations qui arrivent de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est une clé. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des informations qui vont arriver des réseaux sociaux et il faut des outils pour intégrer ça dans la production. C'est aussi un aspect sur lequel on a beaucoup travaillé et notamment il faut des outils pour le mettre en forme, l'intégrer soit dans les studios virtuels, soit dans l'habillage de la chaîne, et gérer ces flux qui arrivent de l'extérieur. Facebook, Twitter, donc avoir des outils qui permettent d'intégrer ça dans l'habillage, tout en ayant tous les outils aussi en amont de modération, parce qu'on sait très bien qu'il faut gérer ce contenu. Et là, on a, disons, au niveau de 3D Storm, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on change un peu les règles dans le sens où on amène des outils qui sont dans des budgets qui sont une fraction des coûts qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant dans l'industrie et qui permettent de multiplier les points de production. Et que ce soit pour des grandes chaînes ou des gens qui se lancent dans une aventure du type Web TV. Autre
autrement, un autre aspect, et là c'est pas typiquement les chaînes, mais on a un petit exemple qu'on pourra montrer, c'est évidemment l'habillage graphique aussi, au niveau, ça concerne les chaînes, mais c'est également, et d'ailleurs c'est en parallèle, c'est l'affichage dans des stades ou des lieux où on va avoir un grand spectacle. On diffuse, on va utiliser l'habillage pour les affichages géants et en même temps pour la chaîne. Et là, par exemple, la petite vidéo qu'on a fournie, c'est un exemple, c'est le club de foot de Grenade. C'est un client qui a produit de l'habillage. C'est fait à partir d'un logiciel qui permet de gérer tout ce qui est scoring, statistiques, etc. Justement, j'ai une question sur le sport. Quelle part de marché ça représente pour vous l'habillage, soit d'émissions sportives, soit de scoring dans les arénas? Alors, je ne sais pas si c'est représentatif du marché. Pour nous, c'est très important. C'est un marché, effectivement, ça représente facilement un quart de notre activité. Et ça va en se développant. Mais on s'est aussi focalisé sur le sport, parce que Nutec propose justement, quand on parle d'habillage, il y a plusieurs choses. C'est comment c'est intégré dans la production. Et par exemple, Nutec a développé des serveurs de ralenti qui intègrent des DSK, donc des incrustateurs. Donc on peut intégrer directement dans le serveur de ralenti le logo de la chaîne, le logo animé. On va pouvoir faire des effets de transition, tout ça à partir du serveur de ralenti. Et ça, c'est assez, disons que c'est assez novateur et ça permet de simplifier et en une seule étape d'avoir beaucoup de choses qui sont faites en amont. Voilà, donc ça c'est un petit exemple d'habillage qui a été fait par un de nos clients. Je ne sais pas si c'est le cas chez Nutec, chez 3D Store, mais on voit aussi certaines sociétés qui proposent des modules hyper thématisés, c'est-à-dire que de l'habillage pour du foot américain, pour du basket, etc., du baseball. C'est aussi votre approche d'avoir des micros, je dirais, applications, ou c'est d'avoir une approche beaucoup plus globale? Complètement. En fait, nous, notre approche, c'est de se spécialiser. Par exemple, l'outil qui permet de réaliser l'habillage qu'on voit là, c'est l'ACG Football, qui est spécialisé pour le foot. Et le problème, c'est que, évidemment, chaque sport a ses spécificités. Le scoring en foot n'est pas le même qu'en handball ou qu'en basket. En plus, il y a aussi une problématique d'interfaçage avec tous les qui sont dans les stades, les arènes dans lesquelles on va être. Donc il faut s'interfacer pour récupérer les scores et les afficher dans l'habillage. Tout à l'heure, on faisait la présentation avec ici sur Azesta, le rôle des réseaux sociaux. Là, je vais poser la question à Yves Davot. Quelle est votre approche par rapport à l'habillage? Est-ce que pour du second écran, comment c'est géré? Est-ce que c'est les mêmes équipes? Est-ce que c'est des équipes web? Comment vous pratiquez cet habillage graphique spécifique? TF1, effectivement, c'est une direction spécifique qui travaille sur toute la partie web. Ensuite, on va fonctionner sur le modèle d'une production classique qui va chapeauter l'ensemble des produits fabriqués, du contenu principal, du contenu sur les autres écrans. Et qui, elle, effectivement, va s'appuyer sur des directions techniques spécialisées en fonction du type d'écran qu'elle adresse. Enfin, la production elle-même va de toute façon maîtriser l'image qu'elle va donner de son produit, autant qu'en soit l'écran sur lequel il est affiché. Je pense que ça, c'est une bonne approche. Le même type qu'on a à peu près le même phénomène, je pense, dans le domaine du sport, où de toute façon, au fur et à mesure qu'on va mettre à disposition des produits spécifiques, des multicaméras, des choses comme ça pour des seconds écrans, l'ensemble se retrouve à être piloté par la production. Il faut garder une cohérence entre les différents écrans, et ça, je pense que c'est quelque chose qui a bien compris les fabricants. Chez Oral, c'est pareil, il y a des produits
de niche ou c'est plus global? Non, je dirais qu'on a plutôt globalisé ça dans les outils. C'est vrai qu'il y a une époque, c'est vrai que je vais encore radoter un peu, je m'en excuse, mais il y a 20 ans, quand on démarrait sur des jeux ou des événements sportifs importants, on avait une plateforme spécialisée, on avait une plateforme standardisée. De temps en temps, on a complémenté, notamment pour les jeux, je pense aux jeux d'Albertville où le sponsoring devenait important et on a dû rajouter en fait des couches qui pouvaient être contrôlées par l'extérieur pour contrôler le temps de mise à l'antenne des logos sponsors. Après, oui, la récupération des données, elle est inhérente à l'habillage. Aujourd'hui, un système dans lequel il faudrait encore rentrer des données manuellement, je m'excuse pour certaines professions, mais c'est vrai que le domaine du synthétiseur d'écriture ou du générateur de caractères, il est révolu depuis des années, en tout cas dans les productions importantes. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple des jeux de Pékin, où on a fait tout l'affichage pour l'entièreté des jeux sur 4 chaînes de CCTV, et on tapait dans 6 ou 7 bases de données simultanément pour arriver à chercher toute l'information sur les différents athlètes ou compétitions. Donc le réseau social ou les réseaux sociaux, évident que ça fait partie maintenant de la vie, de l'animation graphique des émissions, même au-delà des émissions, peut-être aussi des news de temps en temps. Dans notre solution, vous l'avez vu sur Rising Star, on affichait, je crois, jusqu'à 288 provenances de réseaux type Facebook ou Twitter. On s'est aussi affiché de l'Instagram, on s'est aussi affiché du Skype. Enfin, après, nous, on globalise ça parce qu'on ne peut plus se permettre de différencialiser. Après, je comprends au niveau de Newtek d'avoir des approches plus ciblées parce que les publics sont différents. Dans une chaîne ou dans des grosses productions, aujourd'hui, il y a un amalgame de tout ça. On ne peut pas dire je vais faire un mur d'image, je suis incapable de... Enfin, j'ai pas la brique pour mettre du social média dedans. Ça n'existe pas. Nativement, dans le mur de Canal, notamment, on ne peut pas dire je ne vais pas taper dans la base de données de Canal Sport Plus pour récupérer des informations. C'est un package, en fait, aujourd'hui. Ça, oui, donc c'est vrai, la transversalité des données, on parlait de données brutes, vraiment d'accès en base de données pour de l'habillage dynamique. Ça, c'est vrai que c'est déjà quelques années que c'est en place, mais également, je pense, un cran plus loin, la transversalité de la matière graphique, des projets, vraiment du contenu, de ce qui a de la valeur finalement, de par les différents outils pour éviter de fabriquer des niches. Ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Nous, on a travaillé ces dernières années dans la mise en place d'un hub spécifique pour le graphique, qui vraiment en termes de productivité nous a fait vraiment avancer. Nous, c'était une initiative un peu tierce, mais c'est quelque chose qui doit être pris en compte par les fabricants, justement cette notion de capitalisation, de pouvoir capitaliser sur ce qu'on fabrique sur l'éditorial graphique. Puisqu'on parle automatisation, base de données, donc Julien Gachot, c'était à Ivory, vous avez justement développé un outil qui se base notamment sur d'autres outils, sur les outils Adobe d'habillage. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette solution automatique? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Peut-être pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas quels sont les différents métiers d'Ivory. En fait, nous sommes une société de services qui évolue pour l'essentiel dans l'industrie des médias, et on a une activité de conseil stratégique et opérationnel dans ce domaine. Nous représentons également des sociétés de technologie étrangères qui n'ont pas de bureau ou d'activité en Europe ou en Europe du Sud, et on les aide à accélérer leur développement dans cette région, dans ce territoire. Et enfin, une troisième activité, nous sommes éditeurs de logiciels, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et nous avons développé une plateforme qu'on appelle Automated, qui permet en effet d'optimiser, d'industrialiser et d'automatiser la chaîne de fabrication qui est, pour les bandes annonces, pour l'essentiel, les services d'autopromotion autour des plateformes créatives Adobe.
Alors la genèse de tout ça, je vais peut-être faire un parallèle ou rebondir sur l'introduction de Guillaume tout à l'heure, mais la genèse d'Automated est issue d'une rencontre qui s'est faite ici au Satis il y a 1 an, avec des personnes qui avaient commencé à faire un petit peu de recherche et développement dans ce domaine, avec des personnes chez Ivory qui commençaient à réfléchir sur les problèmes d'automatisation de processus dans les chaînes qui le méritaient, ou en tout cas où les chaînes nous sollicitaient pour les aider à organiser le collaboratif et l'automatisation de certaines tâches récurrentes. Nous avons décidé de nous associer dans Ivory sur ce sujet et depuis le mois d'avril, on a commercialisé cette plateforme qui a d'ailleurs reçu aussi hier le trophée Satis MediaQuest de la meilleure innovation de l'année. Alors, c'était une association à la fois informatique et créative parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas apporter une réponse pertinente aux directions de l'autopromotion, aux directions artistiques des chaînes, sans satisfaire pleinement les directions techniques et les DSI. L'observation que nous faisions, c'est que dans les équipes d'autopromo, il n'y avait pas toujours ou assez rarement un collaboratif qui était organisé au sein de l'équipe et extrêmement rarement connecté au système d'information de gestion de la chaîne ou au système d'information métier de la chaîne. Donc pour nous, ça s'appelait une anomalie et on a trouvé cette solution pour y répondre. Alors de quoi s'agit-il? On a différentes approches, je vais balayer assez rapidement puisqu'on est présent ici au Satis et donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à bien voir directement l'ensemble des réalisations que nous avons déjà faites. Le principe est non pas de travailler sur l'éditorial ou le créatif, mais de prendre un habillage graphique de la chaîne qui existe pour ces bandes annonces unitaires, pour les tout de suite, pour l'ensemble des rendez-vous, les cross-promos, et de travailler sur ce sujet pour organiser et orchestrer l'automatisation des tâches. Donc ce que nous faisons, on a Automated Workstation que j'évoquais il y a un instant, c'est un ordinateur Apple ou Windows, un logiciel Adobe After Effects, un opérateur. Et en fait, on apporte une couche d'abstraction sur After Effects qui permet de renseigner les données éditoriales. Et la version en cours et toutes les versions qui sont associées à cette bande-annonce se fabriquent toutes seules, avec une prévisualisation en temps réel dans After Effects qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le projet. Donc il n'y a pas de travail à proprement parler dans ce domaine. Une fois qu'on valide éditorialement que l'habillage convient, on demande à calculer cet ensemble de versions pour la bande-annonce concernée. Et l'ensemble est calculé en tâche de fond, ce qui veut dire qu'on peut démarrer une nouvelle série de bandes annonces ou démarrer son outil de montage et travailler à d'autres tâches. C'est ce qu'on appelle l'optimisation et l'automatisation. Ensuite, on a été, depuis le mois d'avril, sollicité par certains de nos clients pour automatiser certains habillages qui pouvaient l'être intégralement, c'est-à-dire sans contrôle éditorial ou sans contrôle qualité pendant la fabrication. Et on a proposé une plateforme de web services qui permet de s'intégrer avec tous les outils de gestion, les BMS, les logiciels de trafic, et de travailler comme une sorte d'esclave sous contrôle de cette plateforme pour fabriquer de manière 100% automatique, en pilotant des fermes de calcul Adobe After Effects ou des After Effects isolés, et rendre ensuite et notifier que les bandes annonces sont disponibles et qu'elles s'appellent convenablement selon le nommage qui est défini par la chaîne. Ensuite, on a une troisième déclinaison d'Automated qui permet aussi d'organiser, d'orchestrer l'ensemble du collaboratif d'une équipe d'autopromotion ou de direction artistique. Ça permet par exemple de rechercher tous les éléments qui existent dans la chaîne, dans une base de données, mais sans quitter ses outils créatifs. Donc là, on a développé une technologie qui s'appelle les panels, dont Adobe nous a donné les droits de développement. Et ça nous permet d'avoir des outils de recherche et de publication vers Automated pour Photoshop, pour After Effects, pour Premiere, pour Adobe Anywhere. Ce qui veut dire que l'opérateur, l'utilisateur, le graphiste, le monteur n'a pas besoin de quitter son outil créatif, il n'a pas besoin de connaître Automated, mais s'il recherche, pour parler du foot tout à l'heure dans les chaînes, on recherche un joueur qui a déjà été détouré par un collègue, il suffit de rentrer le nom de joueur et l'ensemble des éléments qui sont disponibles dans l'équipe apparaissent directement dans Photoshop et se chargent dans la fenêtre projet. Le retour s'effectue exactement de la même manière sans jamais quitter son outil créatif.
pour résumer ce que nous faisons ici, c'est un exemple de développement qui a été fait pour Eurosport, pour l'ensemble des pays en Europe et dans les 8 langues. Donc d'avoir aussi un processus qui est unifié, s'assurer que l'ensemble des équipes travaillent de la même manière, que ce soit documenté de la même façon, et aussi pour limiter le risque d'erreur et de permettre à des équipes plus larges, type journalistes ou éditoriales, de pouvoir aussi créer leurs propres habillages quand ils racontent des histoires sur beaucoup de sports et un petit peu plus que ce que font les autres chaînes. Le résumé, c'est qu'on va se connecter, aller chercher les variables qui sont constitutives de la bande-annonce là où elles existent dans les systèmes d'information des chaînes, de manière automatique. On va nourrir le projet After Effects. On va offrir une prévisualisation en temps réel à l'opérateur qui lui permet de voir ce qu'il est en train de faire. Une fois qu'il a validé, peut-être changer un horaire aussi à la dernière minute, valider, et ensuite on va les publier, soit vers Avis d'Interplay, vers Pantemo, on va pouvoir publier vers des outils de Media Asset Management broadcast, ou directement publier vers un serveur de diffusion et notifier un système d'automation. Peut-être pour vous donner quelques exemples de déploiements que nous avons déjà font l'auto-promo en permanence toute la journée de l'ensemble des chaînes et des programmes qui sont proposés. Eurosport, dont vous venez de voir un exemple à l'instant. Franço, également dans le groupe France Télévisions. Je vous remercie. Si vous êtes intéressé, vous voulez découvrir en live et voir Automated, qu'on appelle habillage à la chaîne pour notre part, donc ça rejoint un petit peu la thématique aujourd'hui. On se trouve directement dans l'allée derrière vous sur le stand A39. Merci beaucoup. Merci Julien. On a quelques questions qui viennent de la salle, donc j'aimerais vous les soumettre, vous les poser. Première question, en parlant d'optimisation de workflow, quelle est la réflexion ou tendance en termes d'automatisation de la fabrication des habillages pour autopromo, dits traditionnels, BA, SOMA, etc. Quelles sont les difficultés, impacts sur la saisonnalité des habillages, et enfin quels sont les gains réels, réactivité, productivité, coût optimisé? Tu peux dire un mot et s'il y a... Parce que je suis le premier concerné, mais n'hésitez pas à intervenir. La tendance qu'on observe, on a appelé Automated, on a dit qu'on voulait contenter les geeks et les boss. En fait, il y a des enjeux dans les deux équipes. Il y a des enjeux à la direction artistique, direction d'autopromo, il y a des enjeux qui sont un petit peu différents, avec un nombre de caméras différents, et qui se rejoignent. L'enjeu, c'est quand on a des équipes qui ont du talent, c'est d'essayer d'optimiser leur talent, tout simplement. Donc les directeurs artistiques nous disent comment est-ce que vous pouvez soulager les équipes sur des tâches qui sont récurrentes et nous permettre de faire des choses qui sont un petit peu plus intéressantes, qui vont nous permettre de nous différencier aussi par rapport à nos concurrents. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chaînes de télévision, on a besoin d'avoir une identité extrêmement forte et je crois que mes trois voisins l'ont parfaitement couvert dans leurs présentations respectives. Et donc la partie direction artistique demande cela. Côté direction technique et direction des systèmes d'information, aujourd'hui, ces équipes-là sont les seules qui ne sont pas encore totalement connectées ou rarement connectées au reste de la chaîne et ils souhaitent simplement étendre naturellement, puisqu'il n'y a pas de raison objective à ce que la cellule qui fabrique les bandes annonces pour l'antenne ne soit pas directement intégrée et partage les mêmes outils de collaboration. Donc c'est la tendance qui les rejoint. Et ce que nous avons observé, c'est qu'ils sont toujours autour de la table et ce sont nos interlocuteurs permanents. Un projet ne se fait pas sans l'un sans l'autre ou de manière isolée. Et c'est aussi un petit peu nouveau pour eux, puisque autour de ce sujet, ils arrivent à converger, à adhérer et trouver des solutions ensemble pour améliorer leur processus et libérer la créativité de leurs équipes. Sur la partie gain réel, aussi sur les coûts, est-ce que Guillaume, peut-être est-ce que tu peux dire un mot là-dessus c'est pas trop tabou, mais voilà, est-ce qu'il y a un truc aussi ou pas? Oui, c'est pas chez nous que c'est tabou, chez les constructeurs, c'est plus dans des, on va appeler ça, des plans sociaux d'entreprise. Il y a une volonté malheureuse ou heureuse, de toute façon, on ne peut pas lutter contre qui que ce soit. Aujourd'hui, il y a une volonté de réduire les coûts de fabrication et de production
forcément l'habillage est l'un des premiers domaines où on peut automatiser un certain nombre de choses, que ce soit pour le direct, que ce soit pour les autopromos, que ce soit pour les autopromos en direct, potentiellement aussi, parce que avancer sur des fermes de calcul, c'est aussi une manière d'aller outsourcer ça, et à un moment donné on peut peut-être internaliser des choses. Après il y a une équation qui me paraît aujourd'hui extrêmement difficile pour des chaînes ou des groupes de chaînes de télévision, c'est comment justement faire en sorte d'être très en avance de fin sur la publication de ce qui va se passer, que ce soit notamment dans le domaine du web, enfin en tout cas, pardon, sur une distribution web de ce qu'il va y avoir par exemple sur les chaînes premium ou thématiques. Enfin, il y a un problème de communication. Il faut aller très vite aujourd'hui, très vite. L'information, tant qu'on est dans un système temps réel, comme le nôtre, l'information elle va à vitesse de l'éclair. Une publicité qui passait récemment. Mais ce que je veux dire par là ici, c'est que les coûts, chez nous, c'est pas le coût d'une machine qui va faire en sorte que c'est impossible. Aujourd'hui, justement, nos systèmes, je pense, permettent d'arriver à des coûts de fabrication extrêmement bien réduits, parce que malheureusement, il y a moins besoin de personnel pour ça. Je prends juste un exemple. On a eu un objectif donné dans une chaîne M6 il y a quelques années où on nous disait il faut être hyper dynamique sur le résultat, vous regardez tous M6 certainement, sur le résultat du plateau Jean Drucker, mais finalement on veut être tellement dynamique que ça passe par le fait de ne pas utiliser d'opérateurs sur ces parties. Donc nos outils sont entièrement pilotés par le système de NRCS d'une part, par le système de mise en antenne, plus exactement de mixing, qui est ici un Kauna, et par des commandes directement d'automation de production. On fait baisser les coûts, et aussi par le fait que malheureusement on réduit l'opérationnel humain là-dessus. J'ai un message quand même, c'est que je pense qu'en France notamment, il y a un vrai manque de personnes, de savoir-faire, ou plus exactement d'intérêt sur ce genre de métier. Moi je pense qu'il y a vraiment des nouveaux métiers qui pourraient être mis en avant. Moi je pense que tu peux dire un mot là-dessus. Oui, je peux confirmer. Je pense que c'est certainement le contre-coup du fait qu'on est en train de quitter un modèle de silo, avec des équipements dédiés pour chacun des petits morceaux d'habillage qu'on voit à l'antenne, à une logique de plateforme. Ça, c'est arrivé par des aspects. D'une part, effectivement, on a parlé de l'aspect collaboratif. On a de plus en plus d'informations à divers endroits dans la maison qui nécessitent d'être fusionnées au sein de la même image. Et puis, donc forcément, de plus en plus de personnes. Et puis en même temps, on quitte le modèle, forcément, on avait de la visibilité, on investissait dans un équipement pour 3, 5, 10 ans, en se disant que ça allait faire l'affaire, en rajoutant un peu des choses. Quelque chose où on est plus dans une logique de production, à savoir qu'on doit amortir, on doit justifier sa dépense en fonction du produit qu'on a à produire, à mettre à l'antenne. Et là, ça rejoint la notion de plateforme. Pour les chaînes, c'est investir dans une plateforme, donc vraiment le socle technique, qui soit le plus pérenne possible, qui soit là pour le coup, qui n'ait plus rien à voir avec des aspects créatifs. C'est vraiment quelque chose qui fait de la connectivité et de la publication et qui est le plus transverse pour alimenter justement les nouvelles chaînes, les nouveaux segments de diffusion. Parce que effectivement, il y a eu des réductions, mais je dirais plutôt des transferts en fait de dépenses de la part des chaînes, qui aujourd'hui n'ont plus une seule chaîne à produire. Elles ont à produire de l'ASD, l'historique, la HD, on parle 4K, on parle web et multi-écran. Donc ça, il faut quand même voir que ça a un coût. On ne peut plus se permettre de mettre un moteur de rendu pour chacun des tuyaux qu'on alimente. Ou alors si on doit le mettre, il doit être le plus granulaire, la granularité doit être la plus fine possible. Et sur les aspects créatifs, au fur et à mesure qu'on va avoir une demande de la part de nos clients pour fabriquer tel ou tel produit, une fois qu'on s'est doté de la plateforme, on doit être en mesure de construire le service avec les fabricants et attaché au service, de trouver l'exploitant. Alors peut-être pour le coup, là,
les tourner vers l'extérieur. Je pense que ça fait peut-être partie effectivement des futurs métiers, des personnes peut-être moins rattachées à la plateforme, mais plus rattachées à la notion de comment je fabrique de manière générale la réalité, d'un studio virtuel, comment j'administre un studio virtuel, comment je fais de la réalité augmentée, que ce soit en termes d'exploitation, jusqu'au côté créatif, quoi. C'est vrai que nous, à l'intérieur, on n'a plus forcément les compétences à disposition pour pouvoir fabriquer ces produits comme ça, du jour au lendemain. Franck? Moi, je pense qu'au niveau économique, il y a aussi un aspect qui est très important, c'est la formation du personnel. Donc la complexité des systèmes, ça joue énormément, parce que la mise en œuvre et le déploiement d'un système, c'est très coûteux. Et nous, chez Newtek, on s'est efforcé justement de faire des systèmes où l'apprentissage et les interfaces, d'abord on a harmonisé nos interfaces de façon à ce qu'elles soient depuis l'entrée de gamme, donc pour la petite web TV jusqu'à nos systèmes les plus haut de gamme, on a la même interface, donc ça permet pour des opérateurs de passer très rapidement d'un système à un autre. On retrouve ce modèle dans l'aviation. Airbus, on peut quasiment piloter un A320 ou un A380 presque. Avec le même poste de pilotage. Ça, c'est très important. Moi, j'ai un exemple, par exemple, chez BFM TV, c'est un exemple qui m'avait frappé à l'époque, quand ils avaient voulu faire les élections américaines, ils s'étaient intéressés à notre système, le TriCaster 8000, pour faire l'habillage. Et la partie studio virtuel, c'est une équipe relativement jeune qui l'a pris en main, et ils étaient opérationnels en une semaine. Le TriCaster a été livré une semaine avant l'émission. Et ça, c'est pas évident avec des systèmes très lourds. Et aujourd'hui, on parle d'externaliser ou de. C'est pareil, il faut avoir. Quand on voit de plus en plus, il y a de la sous-traitance, on fait appel à des freelances, à des petites sociétés de production externes. Et avec des systèmes plus légers, c'est ce qu'on permet. Maintenant, on ne prétend pas remplacer des systèmes beaucoup plus sophistiqués que les nôtres, hein, mais je crois que c'est un peu dans l'esprit d'ailleurs cette transversalité qu'on voit avec le web, de multiplier les points de production. Les chaînes se multiplient, donc il y a besoin de contenu, et la question de budget, c'est une équation, hein, c'est la formation, le nombre d'opérateurs et le coût de l'équipement et de la maintenance. Et c'est à ça qu'on s'efforce de répondre avec les TriCaster. Il y a une question suivante, c'est en parlant de Web TV et donc de l'habillage en général, celle-ci, que pensez-vous des sites comme Vidéo Hive qui vendent différents habillages graphiques personnalisables? Je ne connais pas Vidéo Hive, donc personne ne le connaît ici, donc on ne vous répondra pas. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Il y a d'autres questions concernant les présentations, elles seront sur le site de MediaQuest, on mettra je pense notamment la bande démo avec le son à la fois de Orad et de Newtek pour ceux qui n'ont pas vu. D'autres questions? On lève le bras, méthode analogique. Non. Bah, écoutez, on va s'arrêter là, on peut les remercier, et puis si vous êtes... voilà. Ça y est. On va vous mettre du son, ouais. Ça y est, il y a du Donc ça marche. C'est bon. Bonjour, je voudrais intervenir auprès d'Ivory. Juste sur une question. Pardon, vous m'entendez là? Oui. Ouais, je me levais. Le système d'automation, c'est pas mal foutu, mais il y a une problématique dans l'habillage qui est la saisonnalité. Ça change pour l'été, pour Noël, ça va changer tous les 2 ans parce que l'IA décide de le remettre. J'imagine que ça impacte l'intégralité de la solution. Peut-être pas. C'est quoi votre approche par rapport à ça? Qui êtes-vous, monsieur? Pardon. Je suis Julien Fleury, direction de la production et piège des antennes, France Télévisions. Bonjour Julien. C'est une question importante qui est soulevée parce qu'il y a la saisonnalité, mais il y a aussi pour moi l'événementiel. C'est-à-dire que là où et ça rejoint le ROI qui était la question de, je crois, de quelqu'un précédemment pour adresser mes collègues.
moins on est récurrent, moins ça devient intéressant de ce point de vue. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? C'est qu'on est particulièrement proche d'Adobe, notamment de ceux qui font After Effects aux États-Unis. Et on sait transformer les projets que l'on nous soumet à automatiser, et on sait donner un certain degré de flexibilité sur ces sujets. Pour être précis, on sera bientôt dans la période de Noël. Si à la DA on souhaite rajouter quelques flocons à la BA unitaire de la chaîne, ou pour François, puisque François est automatisé dans le groupe chez vous directement à Malakoff, ils seront capables de le faire tout seuls en rajoutant une piste ou deux dans After Effects et rajouter les flocons. En revanche, si l'habillage change intégralement, on aura besoin de refaire une passe, mais c'est qu'une fraction du coût de déploiement d'automatique. Merci. Si vous avez des questions après personnalisées, vous pouvez venir les poser directement. Juste un mot, si vous êtes intéressé par la RA, notamment le côté événementiel et notamment pour France Télévisions, je vous invite à regarder le Téléthon bientôt et de voir un certain nombre d'ajouts en réalité augmentée qui vont être faits pour la première fois. Et voilà, c'est aussi ce que permettent les solutions temps réel, c'est aussi de s'adapter à l'événementiel et avec une réactivité maximum. Merci à tous. J'aurai le mot de la fin. Merci à eux, on peut les applaudir.